Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le 19 juin prochain sera la journée internationale de la drépanocytose. Quelle en est la définition? Les populations concernées, les signes cliniques également. Nous parlerons du projet Drépacy qui s'étend sur 4 pays. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Kinshasa. Pourquoi ces 4 pays ciblés et quelle pourrait en être la portée? Quelles seront les actions fortes et les programmes prévus pour le 19 juin, cette journée internationale donc, de la drépanocytose en Côte d'Ivoire, qui sera donc célébrée. Et ça fait l'actualité. C'est l'histoire d'un petit garçon drépanocytaire. C'est un reportage qui est signé Ahmed Traoré, Lionel Yumoli et Pacom Kwadjo. Enfants amusants. Parmi eux se trouve Kigini Minan, âgé de 6 ans et drépanocytaire depuis la naissance. Sa mère, elle-même porteuse de la maladie, c'est à la naissance qu'elle découvre que sa progéniture est atteinte de drépanocytose des formes SFA2 après une électrophorèse. Une forme majeure et grave qui nécessite attention, suivi et hygiène adéquate. J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas, puisque moi-même je ne fais pas la maladie, je suis porteuse. Mais ça m'a choquée parce que j'ai pleuré avec tout ce qu'on entendait de cette maladie, tout. Le pédiatre qui était là en ce temps, elle a réussi quand même à me réconforter. Des douleurs contractées au niveau de ses membres pouvant aller jusqu'à 7 jours, c'est le quotidien que vit cette famille depuis 6 ans. Il fait des crises et c'est difficile. À partir de 1 an, c'est les mains qui s'enflent, avec des douleurs, les pieds qui s'enflent. Donc en tout cas, c'est pénible. C'est pénible. Quand l'enfant fait des crises, c'est pas facile. Parce que cette souffrance-là, c'est lui seul qui la vit. Et il est petit, tu peux pas prendre cette souffrance-là. Il n'y a pas de prise en charge. Mais l'ONG, souvent, elle fait mains et pieds pour quand même venir en aide à certains parents plus démunis. En Côte d'Ivoire et en Afrique centrale, la prévalence du gène de la drépanocytose varie de 10 à 30%. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est environ 2% des nouveau-nés qui naissent avec la forme la plus grave de la maladie, parmi lesquels 50 à 75% meurent avant l'âge de 5 ans par manque de prise en charge adaptée. C'est à travers ce constat que la Fondation Pierre Fabre décide de mettre en place un projet afin de lutter contre le taux de morbimortalité lié à la drépanocytose. Dénommé le projet multipays, initiateurs et partenaires issus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo axent les objectifs sur plusieurs niveaux. Dépister, soigner, former, sensibiliser et surtout accompagner les autorités sanitaires. Ainsi, pour la Côte d'Ivoire, un appareil de dépistage néonatal est mis à la disposition de la population. Il faut donc agir au plus vite et sensibiliser les partenaires autour de la maladie. Nous venons de mettre à la disposition de notre partenaire un appareil qui va servir au dépistage néonatal, un appareil d'iso-électrofocalisation qui est déjà en marche et qui va permettre que le dépistage néonatal soit une réalité dans ce pays. Un processus suivant toute une procédure de machines sous l'œil avisé d'agents sanitaires. Ces derniers sont formés afin de répondre aux besoins sanitaires autour de la drépanocytose infantile. L'élaboration de cette étape s'effectue à travers des échantillons de sang prélevés chez l'enfant et la mère. Une fois les échantillons apportés, place à l'étape de préparation avant la migration finale. Une étape qui dure 1h30. Les échantillons arrivent comme ça, dans des paquets. Donc, c'est ces échantillons-là qu'il faut découper et mettre dans les microplaques. Et puis ensuite, appliquer la solution de Lys, laisser reposer pendant 30 à 40 minutes parce qu'il y a une étape de mix d'abord avant le repos. Notons qu'en Afrique, la drépanocytose reste encore une maladie peu connue. Elle est responsable quand même de plus de 200 000 décès par an en Afrique. C'est une maladie génétique qui touche tout le monde. De retour en studio, nous recevons le professeur Kofi Gustave. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service hématologie à la clinique au CHU de Yopougon. Vous êtes également coordonnateur national du projet multipays de la drépanocytose. Et vous êtes également président du comité scientifique de la Société africaine d'hématologie. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau.
Alors, notre prétexte trouvé, ce sont les enjeux donc, du projet de la DREPACI, sachant que le 19 juin prochain sera la journée internationale en ce qui concerne la drépanocytose. Alors, drépanocytose, pour commencer, bien évidemment, est-ce qu'on pourrait en avoir la définition? Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être sur ce plateau, au nom de toute l'équipe de d'hématologie du CHU de Cocody et de Yopougon. Alors, la drépanocytose, il s'agit d'une maladie génétique. Voilà, le nom drépanocytose vient du terme grec drépanos, qui signifie le globule rouge qui est déformé en fossile ou en croissant de lune. Et donc, d'où le terme drépanocytose. Alors, c'est-à-dire que la maladie du globule rouge déformé en fossile. Les anglo-saxons parlent de sickle cell disease. Donc, cette maladie génétique qui a son origine africaine. Son origine africaine, ça veut dire quoi? Qu'on est majoritairement atteint de cette maladie ou exclusivement atteint de cette maladie? Majoritairement. Majoritairement. 2/3, n'est-ce pas, sont situés, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne. Et puisque quand on remonte un peu dans l'historique, n'est-ce pas, de cette maladie, il s'agit avant tout d'une maladie d'obédience raciale noire, la race noire. C'est une maladie liée à la race noire. La race noire, ici. Et avec les mouvements migratoires, notamment la migration esclavagiste de l'Afrique vers le Nouveau Monde, aux États-Unis, et puis la migration économique, où les Africains noirs vont en Europe pour un mieux-être. Et avec le temps, du fait des brassages de population, on a commencé à avoir des cas de drépanocytose dans la population. Par rapport à la migration. Oui. Mais c'est rare d'entendre une maladie qui soit liée à une race. Non, ce n'est pas aussi rare. C'est parce qu'on n'en parle pas certainement. Parce qu'on n'en parle pas. Mais l'une des raisons, n'est-ce pas, qui explique un peu l'origine raciale de l'Afrique noire, c'est la cause, parce que le lien de causalité entre la drépanocytose et le paludisme est vraiment décrit. Le paludisme chronique a contribué, n'est-ce pas, à l'apparition de l'anomalie génétique, de la mutation. C'est ce qui explique que la zone géographique dans laquelle sévit, n'est-ce pas, la drépanocytose, c'est une zone qui est superposable à la zone de l'endémie palustre. Voyez, donc c'est ce qui explique que vraiment il y a un lien étroit entre la drépanocytose et le paludisme. Donc ça veut dire avec l'anophèle. L'anophèle, voilà, effectivement. Alors, parlons déjà, avant de parler des signes cliniques, parlons du mode de transmission. Comment se transmet cette maladie? Alors, la drépanocytose se transmet sur deux sujets porteurs du trait de la maladie. Un porteur du trait, c'est par définition un sujet qui a une moitié de son hémoglobine normale et une autre moitié qui est anormale, donc le sujet dit AS. Et lorsque vous avez un sujet AS rencontre un partenaire qui est AS, eh bien, lors de la conception, s'il y a la malchance, n'est-ce pas, de trouver environ 25% de risque que les deux anomalies, n'est-ce pas, du gène S se retrouvent, n'est-ce pas, sur le fœtus, on va se retrouver dans un contexte d'une forme majeure qui est la forme SS. Donc ça veut dire que des personnes qui se pensent sans problème de drépanocytose peuvent avoir ce gène de manière non exprimée? Oui, puisque les porteurs du trait de drépanocytose, ce sont des porteurs qui sont dits asymptomatiques. Ils ne présentent pas des symptômes, ils ne font pas la maladie. Et ils ne le sauront que lorsqu'ils auront fait le test. Et donc parfois, il y a beaucoup de personnes qui ignorent, n'est-ce pas, le statut de l'hémoglobine. Et c'est le plus souvent, c'est l'enfant qui naît drépanocytaire qui fait révéler, n'est-ce pas, aux parents qu'ils sont eux-mêmes porteurs, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que chez les deux personnes qui l'ignorent, ça veut dire que le gène est récessif. Est récessif, voilà. Et maintenant, la combinaison donc de ce couple-là, cette combinaison va donner un gène à 25%. Voilà, 25% homozygote d'avoir SS, et puis 25% de chance que l'enfant soit sain, AA, et puis 50% de risque que l'enfant porte le même profil que les parents. Donc asymptomatique. Asymptomatique, voilà. Effectivement. D'accord. Alors, les signes cliniques de cette maladie, la drépanocytose, quels sont-ils? Les signes cliniques de la forme majeure drépanocytaire débutent dès la naissance, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 6 mois. 6 mois, c'est le moment où l'enfant a le profil de l'hémoglobine normale de l'adulte. Et donc, les premiers symptômes, c'est le nourrisson qui a le dos des mains et des pieds qui sont tuméfiés, ils sont enflés. Donc, il y a une tuméfaction douloureuse, n'est-ce pas, du dos des mains et des pieds, et l'enfant qui pleure. Et à partir de 6 mois, on va constater que la courbe de croissance de l'enfant commence, n'est-ce pas, à se stabiliser. Voilà. Et donc, il y a l'anémie également qui apparaît. Donc, la manifestation clinique de la maladie, c'est d'abord la douleur, la crise vaso-occlusive et puis l'anémie. La crise vaso-occlusive, voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une crise, une douleur qui est due à la vaso-occlusion des vaisseaux. C'est-à-dire que le globule rouge joue un rôle important dans le transport de l'oxygène.
Et le globule rouge a cette forme de se déformer pour essayer de passer dans les petits vaisseaux de tout petit diamètre. Il se trouve que le globule rouge de drépanocytose, il perd sa souplesse. Oui. Donc, il n'arrive même plus à passer dans les petits vaisseaux. Donc, on va assister à une sorte, n'est-ce pas, d'occlusion. Un peu comme s'il y a une thrombose, voilà, au niveau des vaisseaux. Et cette occlusion-là fait qu'il y a une distension des vaisseaux. Et c'est ce qui traduit, n'est-ce pas, la crise de drépanocytose. Tout à l'heure, dans l'élément de reportage, on a entendu la dame dire c'est douloureux, il fait des crises. Oui. Alors, la crise se manifeste comment? Quand elle nous parle, il fait des crises. C'est une crise, hein, c'est une douleur aiguë vraiment insupportable. Hein. La douleur de la drépanocytose, des crises de drépanocytose, c'est une douleur qui donne l'impression d'une scie qu'on prend pour couper l'os. Vous voyez un peu? D'accord. Alors, c'est une douleur aiguë, intense, ça arrache les cris, l'enfant pleure, il est agité, et l'agitation entretient la douleur aussi également. Vous voyez? Et donc, c'est une douleur qui est insupportable. Hein. Donc, c'est une douleur qui concerne le muscle, qui concerne les os également. Qui concerne les os. Qui concerne le dos gonflé, les mains gonflées. Voilà, donc chez l'enfant, c'est le dos des mains, dos des pieds, et puis au niveau du ventre, la douleur, n'est-ce pas, est abdominale. Et quand, chez l'adolescent, la douleur, c'est une douleur osseuse. Donc c'est le thorax, c'est le rachis, c'est les membres, tout ça, donc c'est des douleurs osseuses. C'est un peu comme si on vient broyer, n'est-ce pas, l'os. Voilà, c'est ça. Une douleur insupportable. Nous qui avons eu l'expérience depuis un bon moment de suivre les malades drépanocytaires, nous vivons au quotidien la douleur. C'est une douleur insupportable. Et cette douleur qui est très aiguë, il faut la soulager obligatoirement pour soulager l'enfant parce que c'est vraiment insupportable. D'accord. Alors, j'aimerais bien que l'on revienne sur ce que vous avez dit, qui est fort intéressant à savoir, que c'est généralement une maladie liée à la race noire. Oui. Donc déjà, si on faisait l'état des lieux en ce qui concerne la proportion et la répartition de la drépanocytose à travers le monde, ça veut dire que dans le continent africain, elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Ouais. Donc c'est simplement par migration qu'on la retrouve et par métissage qu'on la retrouve dans d'autres civilisations, dans d'autres peuples. Exactement. C'est le passage des peuples. Exactement. Vous pouvez revenir sur le fait que ce soit lié donc au paludisme? Oui, alors donc j'ai dit que cette maladie, préférentiellement de la race noire, puisque les 2 tiers, n'est-ce pas, de la population mondiale, c'est surtout africaine. L'origine est unique, d'origine africaine. Et à l'époque, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle la sélection naturelle, qu'on appelle la théorie du polymorphisme équilibré, qui disait que les drépanocytaires mouraient avant 20 ans. Parce que quand ceux qui avaient SS mouraient, et ceux qui avaient l'hémoglobine normale mouraient de paludisme. Maintenant, ceux, n'est-ce pas, qui résistaient, c'est les porteurs du trait de drépanocytose, les AS. Ceux-là, ils conféraient une résistance vis-à-vis du paludisme. Donc, ceux-là, ils réussissent, n'est-ce pas, à le fait, n'est-ce pas, qu'il y ait des unions multiples. Et c'est ces unions-là, qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure, on va commencer à avoir beaucoup de cas de drépanocytose. Et maintenant, la suite, c'est que il y a eu, n'est-ce pas, l'esclavage. Oui. Et l'esclavage, c'est que lorsqu'on prend un Africain noir pour l'envoyer aux États-Unis, il part avec son patrimoine génétique. Oui. Vous voyez, donc il part avec cette traçabilité génétique qui fait qu'avec les mouvements de brassage, les mariages interraciaux... Il faut qu'il tombe sur une noire là-bas aussi, qu'il a de manière récessive. Voilà, récessive, mais voilà. Mais au fur et à mesure, même s'il tombe sur une blanche, ils vont mettre au monde un enfant métis qui est porteur du trait, qui peut rencontrer également, vous voyez un peu, au fur et à mesure. Très bien, à un moment donné, sur des générations. Génération en génération. Et donc, du coup, la maladie, n'est-ce pas, commence à... Et certes, je dirais même que cette migration esclavagiste et économique a été, n'est-ce pas, la clé, n'est-ce pas, de la solution aujourd'hui. Parce que tout ce qui concerne le noir, moins, n'est-ce pas, ce n'est pas une priorité pour les décideurs. Mais lorsque c'est une maladie qui les décideurs au plan occidental, je parle international, voilà. Et lorsqu'on sait que la maladie commence, n'est-ce pas, à le toucher, voilà, parce qu'il y a eu un combat qui a été mené, il faut le dire, parce que le succès de ce combat-là, ça a été le succès, n'est-ce pas, de la communauté afro-américaine aux États-Unis. En 1940, avec le cri de Martin Luther King, qui a joué un rôle très important et qui a permis, n'est-ce pas, que les gens prennent la conscience réelle, n'est-ce pas, de ce problème, de ce fardeau qui décimait, n'est-ce pas, les Africains noirs. Est-ce qu'il serait juste de dire que les mariages consanguins, donc en Afrique, favorisent également l'entretien de la drépanocytose? Ah oui, il y a une étude qui a été faite par nos maîtres professeurs Kabane et Sangaré à l'époque, dans les années 70, et qui a permis de confirmer, n'est-ce pas, cette assertion. Par exemple, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la répartition est de façon inégale. Les taux de fréquence les plus élevés sont au nord, qui vont près de 14 à 20% au nord et au nord-est. Et puis au centre, environ 12%. Alors qu'au sud, on avait 4%, 2% à l'ouest. Mais tout ça, pourquoi? Parce que au nord et au nord-est, la consanguinité, les maladies consanguines sont, n'est-ce pas, des facteurs qui
augmente, n'est-ce pas, la prévalence. Donc, la drépanocytose est exacerbée par l'aspect culturel. L'aspect culturel, la consanguinité. La consanguinité. Voilà, la consanguinité. Donc, les maladies consanguines sont des facteurs, n'est-ce pas, qui favorisent, n'est-ce pas, l'émergence des maladies à transmission autosomale récessive. C'est-à-dire des maladies cachées. Eh bien, si vous avez un cousin qui a une taille qui est cassée l'autre, vous vous mariez entre vous, forcément la maladie se relève. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il serait opportun, avant de sceller une union, de sceller un mariage, de vérifier un peu les différents gènes chez l'un et chez l'autre? Absolument, c'est la raison pour laquelle nous sommes là sur votre plateau, la sensibilisation. Parce que justement, il faut faire le test prénuptial. Et ce test prénuptial, heureusement d'ailleurs, dans notre communauté, dans la communauté catholique et musulmane, dans le bilan prénuptial, il existe, n'est-ce pas, le test de dépistage de la drépanocytose. Voilà. Donc, il serait intéressant que tout un individu, tout un chacun, tous ceux qui aspirent à avoir un projet de mariage, puissent, n'est-ce pas, se soumettre, n'est-ce pas, à ce test. De manière objective, est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, lorsqu'on vous dit que votre conjoint a la drépanocytose et vous également, qu'il faut annuler le mariage, vous pensez que c'est possible? Non, de toute façon, les gens sont libres de se marier. Et s'ils se marient, ils assument les conséquences. On est d'accord. On ne peut pas empêcher deux personnes de se marier. Mais ceux qui n'ont pas encore de projet, n'est-ce pas, de mariage, qui n'ont pas encore de projet de vie, ils ont la possibilité d'imposer une descendance saine, dépourvue, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Mais avec l'évolution de la science, oui, voilà. Il me semble avoir entendu dire qu'il est aujourd'hui possible pour des personnes asymptomatiques, donc porteuses donc, du gène de la drépanocytose, de mettre au monde un enfant qui ne le soit pas. Oui, c'est possible. À l'heure actuelle, avec les progrès de la science, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Mais là, il faut des moyens. Si nous avons deux couples qui sont porteurs du trait de l'anomalie génétique, ils peuvent, n'est-ce pas, aller en Occident, parce que ça se fait en Occident, ils peuvent sélectionner, n'est-ce pas, les gamètes sains par génie génétique au laboratoire et par fécondation in vitro. On va, n'est-ce pas, essayer de vérifier que l'enfant qui naît soit un enfant sain. Voilà, dans ça, on peut le faire. Mais c'est un coût. C'est un coût. C'est un coût, oui. C'est peut-être moins élevé que la douleur au quotidien de l'enfant drépanocytaire, aussi, et puis de la prise en charge sur du long terme pour rallonger l'espérance de vie. Exactement. Parce que ce qui est également, même si ce n'est plus 20 ans par la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est quand même risqué quand il n'est pas pris en charge. Oui, c'est risqué. Oui. Parce que je vous assure que la vie d'un enfant drépanocytaire, toute une vie, c'est une vie, n'est-ce pas, de douleur, une vie d'hospitalisation, une vie de transfusion, une vie, c'est vraiment une vie difficile, de voir des parents qui voient leurs enfants au quotidien avec des douleurs, qui sont tout le temps hospitalisés. Il y a un impact, n'est-ce pas, sur le pouvoir économique, n'est-ce pas, de toute une famille. Tout à fait. Vous voyez un peu, parce que le coût mensuel de la prise en charge d'une drépanocytose, c'est environ 30 000 francs CFA. Et combien, n'est-ce pas, dans notre pays, ont cette capacité de le faire? Vous voyez un peu, donc... Alors, je pense que là, la transition est toute trouvée pour parler donc des enjeux du projet DREPACI. Alors, pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, l'origine du projet DREPACI, qui s'étend donc sur 4 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, et puis le 4e pays? La Centrafrique. La Centrafrique, dites-nous. Alors, le projet DREPACI, c'est un projet, nous avons eu un espace de contact avec la Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation d'utilité publique en France, qui est connue d'ailleurs dans le domaine, n'est-ce pas, de la drépanocytose et du cancer. Et donc, vous savez, il est important de dire que la Côte d'Ivoire, ça a été, n'est-ce pas, le pays, n'est-ce pas, qui a commencé la lutte contre la drépanocytose. Les premiers travaux ont débuté en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, depuis un moment, il y a eu des progrès qui ont été réalisés et nous sommes un peu en marge, n'est-ce pas, de ces progrès qui sont réalisés. Et donc, la Fondation Pierre Fabre, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD, ont décidé, n'est-ce pas, d'aider les pays qui sont, n'est-ce pas, en retard, n'est-ce pas, dans le contexte, n'est-ce pas, de la prise en charge de la drépanocytose. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été inclue dans ce projet multi-pays qui concerne la Côte d'Ivoire, la RDC, le Cameroun et la Centrafrique. Et pourquoi le choix de ces 3 autres pays? Pourquoi le choix de ces 3 autres pays? Non, mais ces 3 autres pays ont les mêmes soucis que nous. Ils ne sont pas les seuls. Oui, nous ne sommes pas les seuls, effectivement. Mais pourquoi vous avez raison. Oui, mais parce que vous savez que le combat de la drépanocytose a été le combat des premières dames d'Afrique. Il faut le dire, depuis 2005, avec Mme Viviane Wade et puis Antoine Sassou Nguesso. C'est grâce à ce combat-là que la drépanocytose a été reconnue comme un problème de santé publique. Et cette reconnaissance internationale impose aux différents pays 3 résolutions. D'abord, il faut qu'il y ait un centre de drépanocytose, un programme national dédié, et il faut qu'il y ait le dépistage néonatal systématique. Parce que l'expérience a démontré que quand les enfants sont dépistés à la naissance et qu'ils sont pris en charge de façon précoce, ils ont une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle
il faut aider ces pays-là pour implémenter, n'est-ce pas, ces différentes résolutions. Votre projet a 6 grandes articulations, le dépistage, Oui, la exactement. sensibilisation, la formation du personnel de santé, Oui. également l'appui à la prise en charge, le plaidoyer, puis l'appui à la recherche. Exactement. Si vous deviez développer un ou deux aspects de ce projet, ce seraient lesquels? Moi, je pense que je voulais insister sur le dépistage. D'accord. Le dépistage, c'est très important. Alors donc, ce projet consiste à dépister environ 10 000 personnes, dont 8 500 nouveau-nés et 1 500 femmes enceintes. Et nous avons implémenté, on a commencé, n'est-ce pas, ce projet grâce à l'aide, n'est-ce pas, de nos pouvoirs publics. Nous voulons saluer ici le ministre de la Santé et le directeur coordinateur du programme des maladies non transmissibles. Nous avons commencé le dépistage depuis le mois de septembre et nous avons pris comme maternité pilote 3 maternités à Abidjan, la maternité de Koumansi, de Blocos et de Béjaville et la maternité de Koko à Boaké. Donc à ce jour, nous avons pu dépister 1300 nouveau-nés. Nous avons eu 28 cas de drépanocytose majeure. Donc, Alors, quand les diagnostics sont établis tôt, Oui. est-ce que cela peut rallonger l'espérance de Ah vie? oui, ah oui, ah oui. du Ça, c'est drépanocytaire. une politique qui a été mise en place aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, qui montre que quand l'enfant est dépisté très tôt, précocement, avec la mise en place de mesures préventives, eh bien, cet enfant a une espérance de vie qui est superposable à celle Est-ce du qu'en Côte français. d'Ivoire, il y a une prise en charge de ce malade de la drépanocytose? Non, la drépanocytose ne fait pas partie du paquet minimum d'activité, justement. Et c'est pourquoi les plaidoyers, c'est un aspect important. Nous attirons l'attention de nos autorités pour faire en sorte que la maladie qui dévaste, n'est-ce pas, les enfants du moins de 5 ans, il faudrait qu'ils puissent figurer, n'est-ce pas, dans le paquet minimum d'activité. Et Est-ce c'est que les femmes enceintes sont prévues dans le dépistage? Oui, on prévoit de dépister 1500 femmes enceintes sur 3 ans. Et une fois qu'elles sont dépistées, qu'elles sont positives, on cible, n'est-ce pas, le nouveau-né qui va naître. Voilà, pour qu'ils puissent rentrer, n'est-ce pas, dans la cohorte d'études. Donc c'est un peu ça. Donc elles sont concernées. D'accord. Alors, est-ce qu'une femme, une personne porteuse donc de la maladie puis qui soit asymptomatique, est-ce qu'elle a des prédispositions élevées au paludisme? Alors, justement, on disait à l'époque que le drépanocytaire ne faisait pas du paludisme. Ça, c'est archi faux. Ils font le paludisme, mais ils ne font pas la forme grave du paludisme. Parce que l'anophèle, qui est le parasite, ne termine pas son cycle dans le globule rouge. Donc, ils font moins de formes graves. Mais il existe certains, n'est-ce pas, qui ont une résistance vis-à-vis du paludisme, parce que cela peut s'expliquer par des anomalies génétiques sur lesquelles je ne vais pas vraiment m'étendre ici, parce que ce sont des problèmes d'ordre très technique. D'accord. Voilà. Est-ce que la femme enceinte, donc porteuse du gène de la drépanocytose, peut mener une grossesse de manière saine? Tout à fait. Il suffit qu'elle soit suivie. Le suivi doit être bidisciplinaire, c'est-à-dire le gynécologue et l'hématologue. Et donc, si elle est bien suivie, qu'elle est encadrée, eh bien, même les drépanocytaires SS mettent au monde des enfants. Voilà, on réussit à les suivre. Donc, c'est une question de suivi. Et si le suivi est respecté, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas mettre au monde des enfants. D'accord. Alors, nous sommes quasiment au terme de notre émission, mais avant de vous demander ce qui va se passer concrètement, donc le 19 juin à Abidjan, en ce qui concerne la journée mondiale du paludisme, dites-nous comment peut-on rallonger l'espérance de vie de la personne drépanocytaire? Oui, alors la journée mondiale c'est le 19, mais déjà le samedi 17, on a quand même une conférence sur le campus à la fac de médecine pour les étudiants. Oui. Le lundi, ce sera les enfants. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une période, parce que les recommandations sont claires, toute une question de dépister précocement et de suivi. Le suivi annuel pour dépister les complications. On a aujourd'hui tous les moyens, n'est-ce pas, d'anticiper les complications et de les prévenir. Et donc, si on réussit à mettre en place ces différents éléments, on peut, n'est-ce pas, espérer avoir un drépanocytaire avec une espérance de vie prolongée. Meilleur? Meilleur, oui. D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que la prise en charge n'est pas effective. La prise en charge n'est pas subventionnée. La drépanocytose n'est pas subventionnée. Donc, elle n'est pas dans le paquet minimum d'activité. La gratuité chez les enfants de moins de 5 ans, la drépanocytose n'est pas dans le paquet minimum d'activité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous plaidons, n'est-ce pas, pour que ces enfants-là qui puissent en bénéficier. Voilà. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là sur ce plateau. D'accord. Alors, le 19 juin, le matin, des activités de prévues? Alors, le 19 juin, il y aura c'est un programme qui sera organisé par le programme, n'est-ce pas, des maladies non transmissibles. Ça se déroulera au plateau, où nous avons ciblé les enfants de l'école primaire, que nous allons sensibiliser avec des sketchs, il y aura des films qui seront tournés. Et donc, on invite, n'est-ce pas, la population, n'est-ce pas, à se rendre le 19 juin pour cette journée. Le 17 aussi également, là, c'est sur le campus, c'est les étudiants que nous allons sensibiliser. Parce que c'est eux, demain,
qui auront envie, n'est-ce pas, d'avoir un couple. Voilà, donc, à partir du moment où ils ne sont pas encore amoureux, je pense qu'ils peuvent être raisonnables. Voilà, donc ils peuvent au moins se faire dépister pour essayer de faire en sorte, n'est-ce pas, de débarrasser d'une progéniture qui serait, n'est-ce pas, infiltrée, n'est-ce pas, par le gène de D'accord. Alors, il y a deux aspects que je trouve extrêmement positifs. J'aimerais vous demander si j'ai bien résumé. Oui. Est-ce à dire que lorsque la drépanocytose est prise en charge tôt, l'espérance de vie du drépanocytaire peut être similaire à l'espérance de vie du non-drépanocytaire? Je confirme qu'elle est similaire. Elle est similaire. Elle est similaire. Alors, ça a été démontré. L'espérance de vie du sujet drépanocytaire pris en charge de façon précoce et à vie et de façon régulière est une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet C. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Est-ce à dire également que deux personnes amoureuses qui sont drépanocytaires chacune, mais de manière récessive, Oui. aujourd'hui, la science permet à ce couple-là de mettre au monde un enfant non drépanocytaire? Oui, la science le permet. La science le permet. Oui. Parfait. Ben voilà. Je vous remercie infiniment d'être Je vous en venu sur prie. notre plateau. Vous C'est êtes moi. le professeur Kofi Gustave, chef du service hématologie clinique du CHU de Yopougon. Vous êtes également coordonnateur du projet national multi-pays de la drépanocytose, je vais y arriver, et président du comité scientifique de la Société africaine d'hématologie. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de nous avoir suivis. Merci également. Nous parlions donc des enjeux du projet DREPACI en Côte d'Ivoire. Je vous dis bonsoir.